tu vois. On n'a qu'environ 6 à 8 semaines de pêche à la morue. On essaie d'en tirer le maximum parce qu'on a des familles à nourrir comme tout le monde. On a des factures et ça coûte très cher de vivre ici maintenant. Ce n'est plus comme avant. On mange beaucoup d'oiseaux de mer, crois-le ou non. Des crottes, des murènes, des canards et des trucs comme ça. Du phoque, parce que c'est notre culture. C'est avec ça qu'on a grandi. Les marrons, ce sont les bébés. Ce sont les jeunes poupées. C'est celles qui sont bonnes à manger. Oh ouais. Ouais, elles sont vraiment bonnes. Tu veux en goûter une? J'en tue une. Non merci. J'ai la cuisine pour le petit déjeuner. Ouais, tout devient trop cher. Et c'est comme ça. Ce n'est qu'un oiseau. C'est comme un poulet. Quand on mange du poulet, on mange une gale. Ce sont des poulets de Terre-Neuve. Il y en a beaucoup. Quand on voyage dans cette province, tu montes jusqu'ici, jusqu'à Morton's Harbour, et tout le long, là-bas, il y a de petites communautés de 30 personnes, 40 personnes, 10 personnes. Et leur histoire est phénoménale. Mais il ne reste qu'une famille, 2 ou 3 familles. Et ça m'attriste parce que les personnes qui restent ont l'âge de mon père, 70 ou 80 ans, et elles ne veulent voir leur communauté mourir avant de mourir. Et c'est ça qui est vraiment très triste. Et voilà où nous en sommes aujourd'hui. À l'extrême nord-est de Terre-Neuve, se trouve Twillingate, une communauté répartie sur un groupe d'îles battues par les vents. Au début du XVIIIe siècle, seules une douzaine de familles de colons vivaient ici, exportant de la morue salée vers les marchés d'Espagne et du Portugal. 100 ans plus tard, Twillingate était devenu l'un des principaux postes de pêche de Terre-Neuve. Et au début du XXe siècle, elle avait acquis le surnom de « capitale du Nord ». En fait, les Français qui sont venus ici étaient Twillingate. Il a dit qu'il y a très longtemps, leurs premiers habitants venaient tous de France. Alors, que leur est-il arrivé? Je ne sais pas. Nous ne savons vraiment pas. Ils ont juste déménagé ou ont trouvé l'endroit trop accidenté. Ou j'en doute. Mais ils ne sont tout simplement pas restés. Non, la plupart de nos ancêtres, là, moins bas. Je veux dire, nous savons que nous sommes tous originaires du Pays de Galles, d'Écosse, d'Irlande, d'Angleterre. Maintenant, dans différentes parties de la communauté, au fur et à mesure que vous longez Terre-Neuve, vous verrez qu'ils sont écossais ou irlandais. Quand vous descendez sur la côte française, vous reconnaîtrez cette côte française parce que tout est français. Et c'est génial. C'est ce multiculturalisme. Au début des années 1800, la plupart de nos ancêtres qui sont venus ici sont venus par bateau. C'est une zone entièrement boisée. La vieille maison en forme de boîte à sel dans laquelle nous avons grandi, que j'ai construite pour mon père, elle était faite de gros bois. Donc je veux dire, tout ici était une grande terre. Beaucoup d'air agricole. Tout le monde voulait rester, vous voyez ce que je veux dire? Donc, je veux dire que tout est lié. Donc, je veux dire, tout était lié à cette île. Et vous avez l'île du Nouveau Monde, et nous avons l'île des Veaux. Ce sont toutes des îles, tout autour. Et tout le monde s'est déplacé plus loin, dans les baies. L'essentiel des efforts était concentré ici. Le siècle suivant a apporté des changements importants. Les chemins de fer ont modifié les circuits commerciaux à travers Terre-Neuve. Les stocks de morue ont diminué. Et en juillet 1992, le moratoire sur la morue du Nord a durement frappé la communauté. De nombreuses familles de pêcheurs ont été contraintes de partir, se déplaçant vers le continent à la recherche de travail. La population a diminué et de nombreuses installations de pêche sont devenues silencieuses. En 2024, alors que les stocks de morue montraient une reprise significative, le moratoire a été officiellement levé. La pêche redevient une part importante de la vie locale. Dans les années 70 et 80, c'était très difficile ici. La quantité de poissons était limitée, beaucoup de gens pêchaient, donc personne ne gagnait sa vie.
Cela a duré du milieu des années 90, puis le moratoire a été décrété, puis boum, boum, notre île a été fermée. Nous étions 6000 habitants là moins bas. Et ce nombre est tombé à 200-500 parce que les gens ont dû déménager. Nous avons déménagé en Ontario principalement parce que nous avions de la famille là moins bas. Et aujourd'hui, le mouvement s'inverse progressivement. Des jeunes sont prêts à revenir, ou des personnes plus âgées, parfois jusqu'à la cinquantaine, pour acheter des maisons et créer de petites entreprises. Je ne peux pas dire que nous ayons suffisamment de personnes dans la pêche. Mais c'est un mode de vie sain pour les gens qui le sont. À Terre-Neuve et Labrador, la plupart des pêcheurs restent près de leur communauté d'origine, travaillant dans les mêmes eaux que leurs familles connaissent depuis des générations. Mais malgré cela, des règles établies par les autorités fédérales permettent de maintenir un système équitable et équilibré pour tous. Les pêcheurs commerciaux ne peuvent pas simplement poser leur filet où ils le souhaitent. Ils doivent obtenir un permis et un emplacement précis leur est attribué, appelé un poste de pêche, où leurs filets pièges peuvent être installés. Ces emplacements sont officiellement désignés afin que les bateaux ne se retrouvent pas trop proches les uns des autres ou ne se disputent pas la même zone de pêche. Dites-le. Will. 3 trous dans l'herbe. Dans les eaux peu profondes où nous pêchons actuellement, principalement de la morue, du hareng, maquereau, calmar ou calamar. Mais c'est dans les eaux Coréalama. Nous avons aussi du crabe, du homard. Et au large, nous avons du turbé et des crevettes. C'est là que les plus gros bateaux, c'est là qu'ils vont. Il y a 50 felons. C'est 300 pieds. C'est le maximum que les pêcheurs sont autorisés à utiliser sur le continent. C'est donc ce que le MPO nous autorise. La taille même, monsieur, dans celui-ci, est de 6 pouces et demi. C'est le maximum. Nous en autorisons 7, mais c'est en gros la taille maximale pour les poissons. On peut choisir des tailles plus petites, mais il y a tellement de poissons en ce moment qu'on utilise des plus gros. Pour protéger les ressources marines, le gouvernement fédéral fixe un total annuel autorisé de prise. Un quota qui limite la quantité de chaque espèce pouvant être récoltée dans toutes les régions. Ce quota est ensuite réparti entre les titulaires de licences flottilles côtières qui pêchent avec des engins fixes. Ce matin, quand nous sommes partis ici, nous n'avions qu'un quota fixe. Donc chaque semaine, ils nous donnent 300 livres de produits bruts à pêcher. Et donc ce matin, quand on est arrivé, il nous faut environ 300 livres de plus pour atteindre notre quota de la semaine. On a donc mis un filet en espérant n'en prendre que 200 ou 300 livres. Mais on ne sait jamais ce qu'on va avoir. Et comme vous pouvez le voir ce matin, nous avons pas mal de poissons et il nous reste encore beaucoup de filets dans le couloir. C'est donc une bonne chose. Et pour nous, comme vous l'avez dit, la saison était courte et nous n'avons eu qu'environ 6 ou 8 semaines de pêche à la morue. Donc il fallait en tirer le meilleur parti pendant que j'étais là, moins bas. Donc à commis, on essaie de maximiser chaque semaine parce qu'on a des familles à nourrir comme tout le monde. On a des factures et c'est très cher de vivre ici maintenant. Ce n'est plus comme avant. Dans les années 1980 et 1990, quand nous allions pêcher, nous attrapions du poisson tous les jours. À l'époque, on le posait simplement sur une planche, puis on le jetait au fond du bateau. Mais la réglementation a changé au cours des 15 ou 20 dernières années. Désormais, il faut obligatoirement garder son poisson, le saigner et le mettre sur glace immédiatement en mer. Ainsi, nous obtenons une meilleure qualité et une plus grande quantité de morue fraîche. C'est pourquoi nous faisons comme ça. C'est un peu plus difficile
sur un bateau comme celui-ci, j'imagine. Mais pour les petits palangriers et tout ça, c'est assez facile à faire d'installer une table, n'est-ce pas? Voilà pourquoi. Dans ces eaux, les bancs de capelans abondent, un petit poisson est le plat préféré de la morue, ont rendu possible le récent rétablissement massif des stocks de morue, ce qui explique les prises impressionnantes que nous constatons aujourd'hui. Et voilà. Oh, je dis qu'il pèse environ 35 à 40 livres. En ce moment, dans cette zone, nous avons beaucoup de capelans sur le fond. C'est pourquoi... Oh, Beaucoup de poissons ont maintenant où les capelans sont si frais qu'ils les font chauffer au fond. Ce capelan était encore vivant il y a quelques minutes et maintenant il le recrache lorsqu'il remonte à la surface. Les morues mangent beaucoup de capelans en ce moment et cela nous donne une morue en très bonne santé. Elles sont très grasses. Comme vous pouvez le voir, elles ont le dos très large. C'est ce qui en fait un poisson agréable et très facile à pêcher. C'est un produit sain. Ouais, il est beau garçon. Maintenant, hein, c'est ce que je vous dis à propos de l'appeler, c'est une espèce complètement différentes. très très savoureuse. La chair est très grasse. Beaucoup d'oméga-3. C'est un poisson très savoureux. Nous en mangeons quand nous en avons l'occasion, mais la plupart du temps nous le relâcherons. Avec un peu de chance, il se reproduira. Et nous pourrons reprendre la pêche dans les prochaines années. Il y a donc beaucoup de choses à faire en matière de conservation. En hiver, il y a peu de choses à faire. Eh bien, la plupart du temps, nous réparons notre équipement, nos casiers à crabes et à homards, et nos filets maillants, et nous préparons tout pour le printemps, car tout arrive en saison. Cela prend généralement quelques mois. Et ensuite, on va chasser l'orignal. Et c'est quelque chose que nous apprécions en tant que Terre-Neuvien, et qui est un mets délicat pour nous. Vous participez à un tirage au sort et chaque année. Il prélève environ 29 000 orignaux dans la province. Nous participons au système de tirage au sort et en général, Tous les 3 ans, vous obtenez un permis. Il y a environ 100 000 personnes chaque année qui vont à la chasse, à l'orignal. Et donc, environ tous les 3 ans, vous obtenez un permis. Parfois, vous pouvez avoir de la chance et l'obtenir 2 années de suite. Mais ce n'est pas très fréquent. À Terre-Neuve, il y a eu des périodes difficiles où les prises de poissons ne suffisaient tout simplement pas à faire vivre la population. Pour lutter contre la faim, les habitants ont dû se tourner vers d'autres moyens de subsistance. L'une des alternatives les plus importantes fut la chasse aux oiseaux marins et au gibier sauvage. Une pratique qui, avec le temps, s'est profondément enracinée dans leur culture et leur mode de vie. Nous mangeons beaucoup d'oiseaux de mer, croyez-le ou non. Des tueurs, des canards et des trucs comme ça, des phoques, parce que c'est notre culture. C'est avec ça que nous avons grandi. Ces dernières années, on n'a plus le droit de les tuer. Mais quand on était enfant, ici, on en mangeait des centaines. Les marrons sont les bébés. Ce sont les jeunes poupées. Ce sont celles qui sont bonnes à manger. Oh ouais. Ouais, elles sont vraiment bonnes. Vous voulez en goûter une? J'en tue un. Non, merci. Je cuisine pour le petit déjeuner. Chaque année, ici, sur l'île, en particulier sur l'île Moke Asia, vous voyez ce petit îleron là moins haut. La plupart des gales éclosent chaque année sur cette île. Et maintenant, à cause de la pêche, les gales reviennent. Vraiment, parce qu'il y a tellement de nourriture pour elles. Surtout nous qui les nourrissons tous les jours. Ouais, un de ces jours, il arrivera un moment sur Terre où vous en mangerez à nouveau. Je vous le garantis. Quelque chose doit changer. Ouais, tout devient trop cher. Et c'est comme ça. C'est juste qu'un oiseau est comme un poulet. Quand on mange du poulet, on mange un go. Ouais, ce sont des poulets de Terre-Neuve. Il y en a beaucoup.
Vous vous souvenez du goût qu'elles avaient quand vous en mangiez? Vous savez à quel point un gros ressemble à de la viande entre le porc et le poulet? C'est comme une viande à moitié brune. Alors, c'est vraiment savoureux. Ouais. Je ne sais pas. Non, mon garçon. Non, on va y aller. Parallèlement à la pêche commerciale, Terre-Neuve permet une courte période saisonnière pour la pêche de fond, notamment la morue. Pendant un nombre limité de jours, n'importe qui peut pêcher sans permis, utilisation exclusive de lignes à main et dans des limites journalières strictes. La prise ne peut être vendue, mais pour de nombreuses familles, cela reste une tradition vivante, liée à la nourriture, à la survie et à une vie façonnée par la mer. Comme vous le voyez, vous avez un gars du coin ici. Il attrape tout simplement un meilleur poisson pour sa consommation personnelle. Dans la pêche alimentaire, ici, chaque semaine, nous avons le droit de sortir 3 jours par semaine. N'importe qui peut quitter le quai. Et vous avez droit à 5 poissons par jour, pendant 3 jours par semaine. Ce qui est une excellente chose. Même pour les touristes qui viennent ici, j'ai la chance de sortir et de vivre de cette expérience de la pêche à la ligne. Et oui, c'est vraiment sympa. À Terre-Neuve, ceux qui vivent au bord de la mer doivent gagner une année complète en vivant dans seulement 20 à 25 semaines, souvent à la merci des caprices du temps. Avant l'aube, les pêcheurs commencent leur journée. Transport, traitement, emballage, heure après heure. Une seule journée peut s'étendre sur 15 heures, voire plus. La saison est courte et chaque jour compte. Nous sortons donc tous les matins pour pêcher le poisson. Nous rentrons et comme vous pouvez le constater, j'ai quelques gars qui l'écorchent pour s'assurer qu'il est bien propre. Comme vous pouvez le constater, il y a un petit processus à suivre. Ce que nous faisons ici sur la table de remplissage, c'est que nous coupons jusqu'à l'os. Vous enlevez la nageoire, vous retournez votre poisson et vous le transpercez. Vous le coupez très lentement car je ne veux pas vous mettre dans le pétrin. Vous pliez votre poisson comme ça. Et voilà votre filet. Il ne reste qu'une arête dans ce filet. On l'appelle une arête. Nous l'enlevons également. Et nous coupons le ventre. Vous obtenez ainsi un morceau de poisson parfaitement propre. Le meilleur. On ne peut pas faire mieux. Ce que nous faisons à partir de cette étape, c'est que nous le faisons passer dans la machine à dépecer. Cette machine retire complètement la peau. Et donc la mettre en marche, je vais vous faire une petite démonstration. Vous le placez sur le tapis. Et voilà comment il en ressort. 100% propre. Vous le suivez dans l'eau. Et voilà ce que nous obtenons. Il est magnifique. On ne peut pas faire mieux. Après l'avoir lavé, nous l'apportons aux tables et nous le découpons en portions comme ça. Prêt pour la table. Des portions parfaitement dimensionnées. Pour un repas, pour une personne. Et c'est ce que nous essayons de faire. N'est-ce pas magnifique? Ce poisson a l'aspect phénoménal. Et ce que nous faisons à partir de là, c'est que nous le mettons dans des sacs. Nous mettons généralement un sac, comme celui-ci. Puis nous l'apportons à la machine à emballer sous vide. Et fermons le capot. Et voilà ce que vous obtenez. Prêt pour le marché. Nous le mettons donc sur le Free on the Rocks, puis dans le congélateur à air pulsé. Et donc ce que nous obtenons au final, meilleure qualité que nous puissions vous offrir.
En ce moment, nous voulons beaucoup de produits pour la baie de Goose Bay et nous recevons beaucoup de réponses du nouveau Brunswick. Et voilà. Et voilà ce que nous avons. Du poisson, c'est une qualité parfaite. C'est suffisant pour une famille de 2-3 personnes. Que dépend si vous êtes grand comme moi. Lorsque l'hiver s'installe sur cette île, les bateaux sont tirés à terre et le port retombe dans le calme. Le rythme de la vie s'adoucit et le travail à ciel ouvert se raréfie. Et pourtant, pour ceux dont les jours sont liés à la mer, le vrai repos n'arrive jamais complètement. L'hiver est très difficile ici. Quand nous étions enfants, tout était gelé. On pouvait voir jusqu'au bout dans les baies. Chaque jour était magnifique. Il neigeait. Il y a eu de grosses tempêtes. Était magnifique. Parfois, il fallait une semaine pour que les routes soient ouvertes. Souvent, nous avons eu ce qu'on appelle le nord-est, et vous en avez pendant 3, 4 ou 5 jours des blizzards complets. En fait, quand nous étions petits, dans la maison tout en douceur que nous avions ici sur la colline, j'avais l'habitude de sortir par la fenêtre du haut, de glisser sur le toit et de sur les bancs de neige. C'est donc la quantité de neige qu'il y avait ici dans cette baie. Je veux dire, il y a 3, 4 mètres de neige lors d'une tempête. Et ce que nous avons maintenant, c'est beaucoup de vent. Un vent très intense, tous les jours. Pas en forme. Nous avons encore beaucoup de neige, mais ça ne dure pas. C'est juste parce qu'il fait chaud, froid, et nous avons ces grosses tempêtes qui balayent pendant 2 jours, puis boum, il fait à nouveau chaud. Mais c'est rude. C'est un temps difficile. Et en plus de ça, en hiver, il y a très peu de choses à faire, mais nous préparons le matériel pour la pêche au printemps. C'est ce que font. Nous passons 3 ou 4 mois à améliorer nos bateaux, à réparer notre matériel. Notre équipement. Et cela fait aussi partie de notre culture, je suppose. La raison pour laquelle les maisons à toit en pente ont été construites, il y a des années, tout ce qu'ils avaient pour fabriquer des filets et des choses comme ça, le sel et tout le reste était en bas, et eux, ils habitaient en fait à l'étage. C'était donc un mode de vie très différent. Pas comme aujourd'hui. Les gens ne font pas ça. Eh bien, mais ici, c'est ce qu'on avait avant. On était des hommes où on ramassait des oiseaux, où tout ce qu'ils avaient était en bas. Et il fallait le faire. C'était juste un mode de vie difficile. Mais il fallait le voir pour vraiment le comprendre. Ici, dans cette communauté, comme partout à Terre-Neuve et Labrador, on a survécu au cours des dernières décennies, en vivant surtout de ce qu'il restait de la pêche. Et aujourd'hui, tandis que la pêche reprend lentement, l'équilibre profond de la communauté et de la culture continue de se transformer. À mesure que la jeune génération s'éloigne, laissant derrière elle l'héritage, les rythmes et les traditions qui ont jadis façonné ce lieu, de nouveaux arrivants venus de bien au-delà de ces côtes s'installent peu à peu. Ils achètent des maisons et transforment discrètement un mode de vie façonné au fil des siècles. En ce moment, la plupart des jeunes générations partent pour aller étudier à St. John's, ce qui est également une excellente chose. Certains reviennent, mais la majorité continue de partir. On dirait que la seule génération est celle qui reste là moins bas. Ils restent et ne partent pas, ce ne sont que de vieilles mules têtues, j'imagine. Mais c'est comme ça. Mais c'est très difficile à regarder quand on est enraciné. Je m'appelle enraciné à une communauté comme la mienne. On voit sa communauté décliner de plus en plus.
les habitants locaux. Maintenant, nous avons un afflux de personnes qui achètent des propriétés là, moins bas, venant une excellente chose, mais ils ne se mélangent pas comme nous. Est-ce une différence? J'imagine qu'ils ont plus peur d'où ils viennent, haine. Ils n'ont jamais fait comme nous, car nous mêlons à tout le monde. On s'en fiche. Nous sommes juste des gens heureux et en or, et c'est comme ça que ça doit être, n'est-ce pas? Alors que les jeunes générations partent à la recherche d'un travail plus sûr, l'avenir des petits villages de pêcheurs est de plus en plus incertain. Le moratoire sur la morue a dépouillé ces communautés de la majeure partie de leur population. Ceux qui sont partis ne sont pas revenus, et ceux qui restent sont trop peu nombreux pour rétablir ce fragile équilibre. Sans renouvellement ni soutien, il est difficile de croire que ces petites communautés survivront à la génération suivante. En ce moment, nos communautés, en dehors des petits centres plus grands, sont contraintes de partir, car vous êtes dans une population de couverture. En ce moment, nous avons les baby-boomers que nous avons eus au fil des ans. Tous leurs enfants, âgés de 50 à 60 ans, ont tous quitté les communautés et ne reviendront pas. Ils garderont leur maison historique. C'est plus ou moins une chose estivale, mais cela est le gouvernement rendent très difficile la création d'entreprises dans ces petites communautés. Ils n'en veulent pas. Ils n'en veulent tout simplement. Ils veulent une fois, ce qui est compréhensible. Ils n'ont pas besoin de tendre la main et de faire autant de choses. Mais je veux dire, c'est triste quand on voyage dans cette province et on voit, quand on voyage dans cette province, on monte hier jusqu'à Washington, jusqu'à Western, tout là, moins bas, un été, là, moins bas, on va, des communautés de 30, 40, 10 personnes. Et l'histoire, là, moins bas, est phénoménale. Mais il ne reste qu'une famille, 2 familles, 3 familles. Et ça m'attriste parce que les personnes qui restent là, moins bas, ont l'âge de mon père, 70, 80 ans, et ils veulent voir leur communauté mourir avant de mourir. Et c'est ça qui est vraiment très triste. Et voilà où nous en sommes aujourd'hui. Malgré les changements économiques et sociaux qui ont transformé Terre-Neuve au cours des 3 dernières décennies, la communauté de Twillingate demeure profondément attachée à ses racines culturelles. Ici, les gens apprécient un rythme de vie plus lent, des liens d'amitié solides et une hospitalité hors du commun qui font la renommée de l'île. Il n'est donc pas surprenant que Twillingate accueille l'un des 5 seuls dîners-spectacles de Terre-Neuve, un établissement longtemps considéré comme l'un des plus réputés de la province. J'avais une autre idée. Comment pouvons-nous faire du théâtre-dîner où nous nous moquons les uns des autres, des sketchs et des pièces de théâtre et beaucoup de musique traditionnelle de Terre-Neuve? J'ai donc construit un théâtre-restaurant et j'ai simplement conservé cela. L'histoire avec laquelle j'ai grandi ici, dans cette communauté. Et ce que nous faisons, comme je le disais, c'est que chaque soir, nous servons un repas. Eh bien, pour le moment, la pêche au homard est suspendue, car la saison est limitée, mais nous prenons des dîners à base de morue, de saumon ou de poulet. Et un spectacle de 2 heures, tous les soirs, 6 jours par semaine. Nous commençons à préparer le repas et le sortons de la cuisine. Nous servons tout le monde vers 19h30. Si tout va bien, nous avons réuni tout le monde sur scène et le spectacle commence. Et donc voilà, ce que nous faisons généralement, c'est quelques chansons et quelques sketchs. Comme je l'ai dit, des Terre-Neuviens qui se moquent des Terre-Neuviens, comme on le fait toujours. C'est donc un événement très important pour nous ici. There's a story I've heard lots of old people say. There's a picture of beauty far out in the bay, where the sun fills each morning and the stars are so bright. The sea seems to smile with delight. Now
Sift, sift, sift. Sift. Oh, I know sift. Sift, sift. Sift, sift. 3 cups of salt or pepper. 3 cups of salt or pepper. At this point, who cares? Sam will rub again. Forget about the class. Sift half a pint of lemon juice. Sally got a fancy lady, father says that he doesn't care, 'cause she got the number one. Rock was down the beat, crack all this one, crack all that. And this one's bringing up cheap, and this one's bringing it down. Well, Jamie, someone was telling us this morning you've given up drinking cow's milk, and you've switched 100% to goat's milk. Oh, I never drink cow's milk again. Really? No. So tell us now, have you noticed a difference so far? À l'extrémité nord de l'île de Twillingate se dresse Long Point, un promontoire élevé offrant une vue imprenable sur la baie Notre-Dame. En 1876, le gouvernement colonial de Terre-Neuve y a construit un phare. Son rôle principal était de soutenir l'activité maritime de cette côte en guidant les navires vers le port de Twillingate et le long des routes de pêche qui ont fait de la ville un important centre maritime régional. Aujourd'hui encore, le phare est en activité, poursuivant sa mission au service de la navigation locale, sa lumière portant jusqu'à 16 000 au large. Mais au cours des dernières décennies, Long Point est aussi devenu l'un des sites les plus emblématiques de la région. Au printemps et au début de l'été, le cap de Long Point devient l'un des meilleurs endroits pour assister à l'un des plus grands spectacles de la nature. Du haut des falaises, on peut apercevoir d'immenses icebergs dérivant vers le sud depuis le Groenland, en empruntant le corridor connu sous le nom d'allée des icebergs. C'est cette combinaison rare de géographie, d'altitude et d'océan ouvert qui a contribué à faire la renommée du site et à asseoir sa réputation comme l'une des capitales mondiales des icebergs. L'histoire de Twillingate n'est pas un cas isolé. Elle reflète une logique plus vaste, façonnée par la géographie même de Terre-Neuve. Au milieu des années 1930, alors que Terre-Neuve était encore sous domination britannique, l'île est devenue un point stratégique entre l'Europe et l'Amérique du Nord. À mesure que l'aviation transatlantique repoussait les limites de la distance et de l'endurance, le ministère britannique de l'air cherchait un lieu où les avions pourraient atterrir, se ravitailler et affronter les rigueurs de la traversée de l'Atlantique Nord. C'est ainsi qu'est née Gander, une ville dont les origines occupent une place à part dans l'histoire canadienne. Née directement de l'aviation et non de la mer, ni du commerce traditionnel, elle a été façonnée avant tout par une nécessité stratégique. Gander fut créée à la suite de la conférence de 1935 sur l'aviation à travers l'Atlantique. Elle s'est tenue à Montréal avec des responsables canadiens et des responsables britanniques et ils discutaient de l'avenir des vols transatlantiques pour cette époque précise. Ils ont donc voulu construire un aéroport. À cette époque, il n'existait encore aucun avion capable de traverser l'Atlantique Nord. C'était donc vraiment quelque chose de pionnier. Et le gouvernement de Terre-Neuve avait acheté 2 avions. Ça s'appelait un Fox Moth. C'était un de Havilland, un avion assez rare, très intéressant. Et voici les skis de l'avion. Cet avion a en fait été transféré à l'aviation royale canadienne comme cadeau du gouvernement de Terre-Neuve pour l'effort de guerre. Vous voyez ici, c'est Douglas Fraser, il le pilotait. C'est donc lui qui, comme je l'ai dit, a trouvé l'aéroport. Il y a quelques anecdotes intéressantes à son sujet.
Il était apparemment difficile de travailler avec lui. Et il considérait cet avion qu'il avait piloté pendant des années, essentiellement les siennes. Il y avait donc beaucoup d'hommes ici, n'est-ce pas? Et c'était un vendredi soir, mais il n'y avait pas beaucoup de femmes. Alors Douglas Fraser et un de ses copains ont pris le train en cachette. Ils sont allés jusqu'à Grand Falls, à environ 60 miles d'ici, qui étaient les usines de pâte à papier. Puis ont chargé les femmes et les ont ramenées ici pour une danse vendredi soir sans aucune autorisation. C'est un peu comme ça qu'il est. On lui a également. Lui aussi, quand on lui a dit de donner l'avion au Canada, il l'a volé et a volé jusqu'à St. John's, puis ils lui ont donné l'ordre de le ramener. Il l'a donc démonté, l'a mis sur un wagon de chemin de fer et il a noué un grand ruban noir autour. Parce qu'à ce moment-là, c'était le dernier avion que Terre-Neuve possédait. C'était donc comme la mort de l'aviation à Terre-Neuve, car il est retourné au Canada. Donc, La construction de l'aéroport s'est étendue sur près de 3 ans, mobilisant des milliers de travailleurs canadiens venus du continent. Mais accueillir autant de personnes en si peu de temps, dans un lieu presque inhabité, s'est vite révélé être un défi de taille. Pour les autorités, c'était un fardeau. Pour les habitants, c'était une occasion. Les commerces se sont adaptés. Les cuisines sont devenues plus actives. Le rythme tranquille de la vie du village a changé, répondant à cette soudaine poussée de la demande. Cet endroit a ouvert ses portes en 1938, mais il a été conçu en 1935. Et dans le cadre de cette initiative, il a été construit par une entreprise de construction canadienne de Montréal, Atlas Construction. Lorsqu'ils sont arrivés ici, il y avait 5000 personnes qui travaillaient avec tout leur équipement lourd et construisaient toutes ces infrastructures. Il fallait maintenant les nourrir. Donc, quand ils sont arrivés ici, ils allaient chercher leur pain à Sault-Sainte-Maure par train. Maintenant, bon, si vous savez, le train Newfanny s'appelle le Newfield Bullet. C'est un nom sarcastique parce qu'il était très lent. Et au moment où le pain arrivait, il était soit mouillé, soit humide, et il n'était pas bon. Ils essayaient donc de comprendre ce qu'ils faisaient, et certains des ouvriers qui étaient là étaient du coin. Et ils avaient travaillé pour une entreprise de bois d'œuvre qui se trouvait être mon grand-père et ses frères, Jay Goodard et Phil. Et ils adoraient le pain qu'ils recevaient là moins bas. Alors cette compagnie-là, la compagnie de mes parents, de mes grands-parents, a obtenu un contrat pour nourrir tout ce monde, nourrir les 5000 personnes ici. Et donc ils sont restés ici pendant toute la guerre. Et mon grand-père a dit oui, on avait un contrat de 4 millions de dollars et on a perdu de l'argent. Et pas qu'un peu. Ils devaient fournir certaines choses. Pendant qu'ils étaient ici, ils avaient d'abord 6 magasins ici. Ils avaient une cantine, comme un magasin ordinaire. Et ils avaient en fait le premier magasin d'alimentation en libre service à l'est de Montréal où on pouvait entrer. Avant cela, tout était derrière le comptoir et vous disiez ce que vous vouliez et la personne vous l'apportait, le préparait, l'emballait et vous le donnait. Donc il y avait toujours cette impression. Avec le déclenchement de la Seconde Guerre mondiale, l'aéroport de Gander est devenu un centre stratégique vital pour l'armée britannique, acheminant des dizaines de milliers d'avions alliés à travers l'Atlantique vers l'Europe. Son rôle en temps de guerre a entraîné une expansion rapide des infrastructures, des logements et des services, portant la population à plusieurs milliers de militaires et de membres du personnel civil, et transformant Gander presque du jour au lendemain. Voici une maquette de l'aéroport de Gander tel qu'il existait en 1950 maintenant. Il ressemble beaucoup à ce qui existait en 1940, pendant toute la guerre. Pendant toute la guerre. Et vous remarquerez des choses très étranges à son sujet. Tout d'abord, cette piste semble terriblement grande. C'est parce qu'il n'avait aucune idée de ce dont un avion aurait besoin pour atterrir après un vol transatlantique, ni du type de système d'atterrissage dont il disposait. Ces pistes font donc 600 pieds de large. C'est le plus grand aéroport du monde à l'époque, en termes de superficie pendant la guerre. Il est devenu une plaque tournante de l'aviation et il était extrêmement important. Churchill l'a qualifié de plus grand porte-avions du monde dans l'Atlantique Nord. C'était extrêmement important. À cette époque, il n'était pas sûr que les Allemands puissent réellement envahir l'Amérique du Nord. Et s'ils le faisaient, c'est là qu'ils viendraient. Il y avait donc tout un régiment d'infanterie en plus. Mais tout autour de cet endroit, il y avait 900 artilleurs.
anti-aérien pour protéger la base des attaques aériennes ou des invasions. Après la guerre, beaucoup de ces endroits ont été utilisés pour le logement. Maintenant, certaines personnes appellent cet endroit le site de la vieille ville. Si vous parlez à quelqu'un qui a vécu il se met vraiment en colère si vous faites cela. Et ce seraient des casernes qui servaient aux travailleurs qui venaient à Gander, parce qu'il y avait maintenant un aéroport ici. Cela a amené beaucoup de monde. Avant ou pendant la guerre, il n'y avait pas beaucoup de Terre-Neuviens ici. En fait, il y a une rue juste ici. Vous voyez, ces petites rues, c'est la seule rue de Terre-Neuve. Il y a surtout des médecins et des personnes très spécialisées qui pouvaient aider ici. Après la guerre, Gander a dû se redéfinir et s'adapter à la vie civile. Certaines structures militaires ont été réaffectées, d'autres démantelées, mais une petite présence militaire est restée. Avec la guerre froide, les installations de communication de Gander ont discrètement reçu une nouvelle mission, appelée à durer bien plus longtemps que le conflit qui avait donné naissance à la ville. La guerre a pris fin. Ils ont démoli tous les bâtiments et la RC a disparu. La seule chose qui restait à Gander, qui était militaire, était le monde des communications et du renseignement. Cela a pris de plus en plus d'ampleur pendant la guerre froide, car nous espionnons essentiellement la Russie. Nous voulons savoir ce qu'ils font. Nous avons donc un endroit en ville appelé la ferme de Dinde, ce qui n'est qu'un nom. C'est un réseau d'antennes massif et il y avait beaucoup de gens qui travaillaient dans les années 60 et 70. Hein, et c'est à peu près tout ce que je peux vous dire. Hein. Et dans les années 80, je suppose qu'ils ont automatisé une grande partie de tout ça et ont juste redémarré. Les communications, mais il y a toujours pas mal de monde là, moins bas, et ça continue de faire des trucs apparemment intéressants. Là, moins haut. Mais tout ça faisait partie de la guerre froide. Non. Cet avion que vous voyez derrière moi est un CF-100 Voodoo. Il a été conçu comme un intercepteur aérien de la guerre froide. Il y avait l'opérateur radar à l'arrière et il y avait un pilote à l'avant et ils allaient intercepter les bombardiers des Russes. Ils transportaient également des armes nucléaires. Nous n'avions pas d'armes nucléaires à Gander pour autant que je sache, mais ils en avaient à Comox. Et elles nous ont été prêtes par les États-Unis pour que nous les utilisions. Donc cet avion transportait un missile nucléaire pour intercepter une grande formation de bombardiers BR. Et en gros, il volait à 40 000 pieds, il trouvait la formation et il lançait ce missile. Et ils effectuent un virage en piqué de 6G car il n'a parcouru que 11 miles, puis il est devenu une grosse boule de soleil. Et ouais, c'est pour ça qu'il était conçu. Ouais. Et c'était la guerre froide. Ils ont volé jusqu'au début des années 1980 avant d'être remplacés par les F-18. Et on pourrait faire des tonnes de choses pour parler des histoires de la guerre froide, mais nous en faisions partie. Donc le Labrador était en fait... les B-29 basés aux États-Unis étaient là avec des bombes nucléaires à un moment donné. Dans le monde d'aujourd'hui, cet endroit demeure stratégiquement important à cause de sa position, de tout cela. Tout cet endroit existe à cause de l'endroit où il se trouve. Et même aujourd'hui, de gros avions de transport militaire lourds passent tout le temps en route vers l'Europe ou au retour d'Europe. Le 11 septembre 2001, lorsque les attentats terroristes aux États-Unis ont entraîné la fermeture de l'espace aérien américain, 38 vols internationaux à destination des États-Unis ont été déroutés vers Gander, une ville d'environ 10 000 habitants. Au cours de cette journée, plus de 9 000 passagers et membres d'équipage sont arrivés à son aéroport, augmentant presque de moitié la population de la ville. Un nombre suffisant pour mettre à l'épreuve les capacités de n'importe quelle communauté. 38 avions ont atterri ici, et cela a amené à peu près autant de monde, dans une ville d'environ 9000 habitants, et ils ont été répartis un peu partout, pas seulement à Gander, mais aussi vers Lewisport et Gambo. Toute la région s'est en quelque sorte mobilisée pour venir en aide à tous ces gens, qu'on appelait les gens des avions, parce qu'ils ont passé 3 jours ici, avant d'être autorisés à repartir en avion. Et ils n'ont eu à payer pour rien. Et tout cela, c'était à cause du 11 septembre et de l'attaque terroriste à New York, bien sûr, contre les tours jumelles. Ces bandes ici représentent tous les avions qui ont atterri à Gander le 11 septembre.
D'accord, ce sont ceux qui étaient déjà en vol. Aujourd'hui, on n'a pas beaucoup de trafic aérien ici, mais dans les années 1950, juste après la guerre, il y avait des centaines de vols par jour. Parce que si on trace une ligne directe entre New York et Londres, on se trouve exactement sur cette grande route circulaire. Alors c'était un endroit pour faire le plein, soit à l'aller, soit au retour. Longtemps connu comme le carrefour du monde, la mémoire de l'aéroport de Gander est aujourd'hui préservée au North Atlantic Aviation Museum, situé tout près des pistes qui reliaient autrefois les continents. Mais à l'extérieur, là où des avions historiques restent exposés au vent, à la pluie et au temps, une part de cet héritage s'efface lentement. Leur histoire nous est racontée avec une tristesse discrète par quelqu'un dont la vie a été façonnée par l'aviation et qui comprend ce que l'on risque de perdre. J'ai servi dans l'aviation pendant 39 ans. Les 31 premières années, j'ai été partout au pays et les 9 dernières, j'ai quitté les forces régulières pour joindre la réserve. Et je suis venu ici à la 9e escadre comme officier du patrimoine. Pour l'avenir, le musée essaie de s'agrandir parce qu'on a un très bel avion dehors. Il n'en reste que 6 au monde dans cet état-là. Et chaque année, il se détériore davantage parce qu'il est à l'extérieur. C'est la pièce maîtresse de la collection du musée. Donc c'est un bombardier Hudson et pas cet avion précis, mais un groupe de 7 appareils comme celui-ci a voulu faire un vol de démonstration en traversant l'Atlantique Nord en formation. Ils sont partis d'ici et sont arrivés le lendemain. Le temps n'était pas fameux. En fait, le groupe s'est dispersé, les appareils se sont séparés, mais ils ont tous fini par arriver. Mais c'était vraiment problématique parce qu'ils n'avaient qu'un seul navigateur aérien et un opérateur radio. Alors après ça, comme ils s'étaient perdus, ils ont décidé que tous les vols transatlantiques auraient des opérateurs. Il faut se rappeler qu'à cette époque, seulement 50% des avions qui avaient tenté de traverser l'Atlantique avaient réussi. C'était donc quelque chose d'important. Et ces appareils servaient aussi à la lutte anti-sous-marine parce qu'ils avaient une assez grande autonomie. Ils emportaient donc une charge de profondeur dans une soute à bombe. Et ici, à l'avant, il y avait un espace pour un navigateur bombardier, 2 pilotes et un opérateur radio. Vous voyez au-dessus la longue antenne. C'était ce qu'on appelait le radar haute fréquence. C'était pour les communications à longue portée, selon le moment de la journée et la hauteur de la stratosphère, traverser un océan. L'avion dont je veux parler maintenant est surtout connu sous le nom de PBI ou Canso. Il avait un train rentrant, tandis que l'autre était davantage un bateau volant. Celui-ci pouvait donc amérir facilement, et il servait à la recherche et au sauvetage, ainsi qu'à la chasse aux sous-marins. Il avait une assez bonne autonomie, mais là encore, il ne pouvait pas couvrir ce qu'on appelle le trou au milieu de l'Atlantique Nord. Et ils ont participé à beaucoup de recherches ici, parce qu'on perdait parfois un avion en mer, et ils partaient essayer de secourir les gens. Après la guerre, comme on peut l'imaginer, c'était un avion très utile et très intéressant. Et plusieurs ont eu d'autres vies. Juste après la guerre, celui-ci a été acheté par Eastern Provincial Airways, ou EPA, qui était basé à Gander, et c'était alors un avion de passagers. Quand ils ont eu fini avec lui, le gouvernement de Terre-Neuve en a acheté plusieurs et les a transformés en ce que vous voyez ici, une conversion en bombardier d'eau. Donc c'est un peu différent. Ils ont vidé l'intérieur pour y mettre de grands réservoirs d'eau et ils ont ajouté une toute petite écope en dessous pour qu'il puisse amérir et redécoller, ce qui en faisait un appareil parfaitement adapté parce qu'ils peuvent se poser presque n'importe où. À cause de cette grosse aile épaisse que vous voyez au-dessus, il peut voler à 30 miles à l'heure, ce qui est extrêmement lent. Il peut même reculer si le vent est assez fort. C'était très amusant à piloter pour ceux qui le volaient. Mais le problème, c'est que ces avions sont à l'extérieur. Ils ont été construits il y a 4-20 ans et ils sont en aluminium. Et même si l'aluminium résiste assez bien, certaines parties sont en toile, comme quelques surfaces de contrôle, et elles se détériorent. Ça a été réparé quelques fois, mais au bout du compte, ces avions devraient être à l'intérieur. Et pour le musée, c'est un grand projet de trouver un endroit pour pouvoir mettre ces avions là où ils méritent d'être, dans une grande installation qui raconte correctement leur histoire et qui permette de les voir pour les générations à venir. Située entre 2 continents, Terre-Neuve a occupé pendant près de 3 siècles une position stratégique, au carrefour des mondes.
Sa situation lui donnait une importance particulière, attirant les hommes, le commerce et une croissance rapide, façonnée par la mer et par la nécessité de relier les mondes. Mais le temps a changé les règles. Lorsque les distances ont cessé d'avoir la même importance et que le progrès a levé les obstacles, le rôle stratégique de l'île s'est progressivement effacé. L'attention du monde s'est tournée ailleurs. Terre-Neuve a alors été contrainte de repenser sa place. Aujourd'hui, l'île peine encore à s'adapter au présent. Le long de la côte, dans un équilibre fragile, de petites communautés de pêcheurs perpétuent un mode de vie façonné par l'océan. Mais leurs bateaux se font de plus en plus rares, signe discret que, dans les années à venir, ce paysage autrefois familier pourrait disparaître. Et sur cette île spectaculaire, où l'histoire s'est autrefois déroulée à toute vitesse et où l'avenir demeure incertain, le présent lutte pour préserver sa propre identité, faisant de Terre-Neuve l'île la plus sauvage et la plus époustouflante du Canada.